Développer un RAG, c'est bien, mais en local, c'est encore mieux. Olivier Dahan, Microsoft MVP, nous expose les tenants et les aboutissants d'une telle approche. Cet extrait est tiré de notre table ronde mensuelle de novembre, issue de devdevdev.net, épisode 78. On va faire enfin de l'IA, parce que moi ça me manquait, là, j'étais en manque. Là. J'adose. Ah non, mais là, 54 minutes sans IA, c'est pas possible. Donc Olivier, toi, tu voulais nous parler justement, mais dans un domaine bien spécifique, c'est tout ce qui est RAG. Oui, et puis, surtout, en fait, j'ai envie de vous raconter une petite histoire de comment on peut se passer justement de tous ces trucs où il faut banquer à droite et à gauche, je veux dire, et qui marchent comme ils veulent et qui, moi, me fatiguent énormément. Et puis, il y a des raisons, vraiment, tout à fait, des bonnes raisons de s'intéresser à autrement. Donc, c'est une histoire qui commence avec une question, en fait, que je me suis posée, en tant que développeur, hein, quand on a les mains dans le cambouis, à force, on finit par avoir, on a des fois aussi la tête dans les étoiles et puis on se pose des questions. Et la question, c'était, est-ce que je peux construire un vrai pipeline, RAG 100 local qui tourne, sur ma machine, sur mon réseau et qui respecte totalement la souveraineté des données, donc sans dépendre du cloud à aucun moment et pour être encore plus clair, c'est-à-dire de l'IA privée d'un niveau pro, sans payer et en respectant les RGPD, quoi. Mmh. Parce que quand même tout ça, c'est des trucs vachement importants. Et évidemment, la question que ça rappelle, c'était aussi, mais à quoi ça sert de faire ça, quoi? Je veux dire, parce qu'à part se compliquer la vie, quand on peut juste se connecter à des API, dans le cloud, c'est vrai qu'il faut que c'est quand même ça a une valeur. Alors c'est cette expérience-là que je vais essayer de vous brosser en quelques coups. Ça ne sera pas un cours ni un tuto détaillé sur comment on fait, parce que ça, j'ai déjà fait en 2 Ouais. vidéos avec le code source et cetera. C'est sur GitHub. Ceux qui veulent aller le voir, je les enjoins de le faire et vous aurez tout pour pouvoir refaire la même chose, chez vous, tranquillement. Mais ce qui m'intéresse là, c'est le sens de la démarche et ce que ça change, très concrètement quand on fait l'effort d'installer un tel pipeline, local. Alors, à force de travailler avec des LLM, je voyais toujours à peu près le même schéma, hein. On prend un service dans le cloud, on colle sa clé API, on envoie des prompts et puis peu importe d'ailleurs le middleware, agent, pas agent et cetera, magie, ça répond quoi, je veux dire. Alors je simplifie un peu, vous l'avez compris, Mmh. mais c'est à peu près ça. Alors c'est très confortable, mais dans toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des pros de l'IT, avec des DSI, avec des équipes métiers et cetera, il y a quand même des questions qui reviennent souvent et qui étaient les miennes d'ailleurs aussi, c'est, «Est-ce que, nos documents partent vraiment dans le cloud?» Ouais mec, ouais ça sent vraiment, «Mais qui voit quoi?» «Mmh, les Chinois, les Américains, je sais pas». Je veux dire, bon, ton concurrent peut-être. Ça va coûter combien quand tout le monde va s'y mettre pour de vrai? Eh bah, ça va te coûter des sous. Et un jour, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas avoir l'équivalent d'un ChatGPT interne, en fait, hein, mais qui tourne chez nous, sur nos machines pour faire du RAG ou autre chose et que ça soit un truc raisonnable, en fait, et qu'on maîtrise de bout en bout? C'est là que j'ai décidé de faire justement mon propre pipeline. Alors, je vais éviter le jargon, même s'il est amusant, mais je vais quand même poser 2 idées simples. Je veux dire la 1re, c'est, celle, du RAG, puisque c'est un mot que j'utilise dans cette présentation, puis la notion de pipeline. Alors, le RAG, pour faire simple, pour moi, c'est la façon de dire à un modèle de langage, donc à une IA pour faire simple: «Ne réponds pas de mémoire, commence par lire ce qu'on a dans nos documents puis appuie-toi dessus pour fabriquer ta réponse. Voilà, Mmh. c'est tout simple. C'est un peu comme si on avait un très bon rédacteur à notre disposition, un peu comme, vous savez, ces prête-plumes que vous ne connaissez pas, mais qui écrivent tous les livres des personnes connues, quoi. C'est à peu près ça. Mmh. Si vous lui donnez une question brute, il va improviser. Si en revanche, vous lui donnez des documents pertinents issus de votre documentation, forcément, il va écrire quelque chose tout de suite de beaucoup plus intéressant et surtout de beaucoup plus fiable. Bah, c'est le principe. Et puis, il y a la notion de pipeline. Le pipeline, c'est simplement une chaîne de petites tâches qui se passent le relais les unes les autres. Et moi, je vois ça comme une sorte une petite usine à réponse. Et quand je dis local, je pense au sens vraiment très fort. C'est-à-dire que tout tourne dans une machine ou sur un réseau qu'on contrôle, les documents restent dans l'infrastructure, il y a rien qui sort, les requêtes ne partent pas chez un fournisseur externe
Et toute cette petite usine est accessible via des appels HTTP universels depuis n'importe quelle appli, en n'importe quel langage qui comprend le JSON. C'est-à-dire, ça, Mmh. c'était mes contraintes que je m'étais fixées au départ en fabriquant ce truc-là. Donc, dans mon cas, j'ai monté cette usine avec différentes briques open source, des conteneurs Docker, du .NET, enfin pour les tests, bref, peu importe. C'est tout ça, c'est expliqué. Mais ce que je vais vous faire, c'est pas la visite guidée de chaque boulon de l'usine, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble cette usine, en gros, et pourquoi ça vaut la peine de la construire. Donc je vais vous proposer une image qui est assez simple en fait, et qui correspond assez bien à ce que j'ai mis en place en réalité, même s'il y a des approximations. Donc imaginez-vous que quelque part sur, mon PC, qui a rien d'un PC de course, qui est correct, mais enfin c'est un bon PC de développement, il y a une petite usine avec 3 postes de travail. Un peu plus, mais c'est pas grave, on va se limiter à 3. Le premier poste, c'est le préparateur. Donc lui, son job, c'est de prendre mes documents, de les découper, de les indexer dans un format que la machine comprend bien. Alors pour les amateurs de jargon, on pourrait parler d'embeddings, de vecteurs, de document chunking, etc. Ça, c'est cette étape-là. Le deuxième poste de travail que j'ai dans ma petite usine, c'est le chercheur. C'est lui qui va farfouiller dans mes documents indexés et mes PDF, mes spécifications, mes docs techniques, peu importe, et qui revient en me disant ah, pour la question qui a été posée, là, voilà les quelques passages qui ont le plus de chances de pouvoir t'aider. Et sans aller trop loin, vous avez peut-être reconnu déjà le rôle de la base de données vectorielle à ce moment-là. Et puis le troisième poste, c'est le rédacteur. Alors le rédacteur, c'est là qu'intervient le modèle de langage. L'IA, en fait, elle intervient juste ici. C'est elle qui prend la question, elle prend les extraits intéressants qui ont été trouvés et elle rédige une réponse claire en français ou un autre langage, d'ailleurs, c'est ça qui est pratique, en s'appuyant sur mes documents et pas sur ce qu'il a vu sur Internet il y a 6 mois durant son apprentissage. C'est ce qui fait la Mmh. différence, c'est là où il y a le RAG. Donc tout ça, c'est pas de la théorie, hein, c'est ce que j'ai mis en place, sur mon PC que vous pouvez refaire, chez vous en suivant mes indications. Et la partie importante pour moi, c'est que tous ces postes de travail sont justement chez moi, ils tournent dans des conteneurs que je contrôle, sur une machine que je connais, alors ça pourrait être plusieurs machines, dans un réseau que je maîtrise. Et comme tout ce petit monde parle via de simples requêtes HTTP, ça c'était une contrainte que je m'étais fixée, je peux y connecter ce que je veux, des applis .NET, une interface web, un outil interne, des agents IA, enfin peu importe. Alors, pour synthétiser, les 3 raisons de mettre en place un tel pipeline, RAG 100 local. La première raison, c'est la souveraineté des données. Alors, comme tout tourne chez vous, il y a plus de discussion, hein. En Europe, Mmh. on a le RGPD. S'y conformer totalement, c'est pas, une option, hein, et cela impose la souveraineté sur ces données. Avec le pipeline local, vous savez où sont vos documents, vous savez qui peut y accéder, vous pouvez expliquer le cheminement de la donnée du début jusqu'à la fin. Pour certains secteurs, le juridique, le médical, l'industrie, le secteur public, etc., c'est même pas un détail, c'est un prérequis juridique. Pouvoir dire: «Nos documents ne sortent pas de notre infrastructure pour fonctionner avec l'IA», ça a une valeur énorme et je crois vraiment beaucoup dans cette, valeur des pipelines locaux. La deuxième raison, c'est la maîtrise des coûts. Hein, on n'a pas arrêté de parler, jusqu'à maintenant que: «Ah ouais, mais si je mets un truc, ah oui, mais attention, les petits ruisseaux font les grandes rivières, le coût d'un nugget, d'un machin, ça coûte cher et tout ça». Bah, justement, l'IA, son problème, c'est que, les services cloud qui sont facturés, à la requête, c'est vachement agréable au début, hein. Je veux dire, c'est vraiment l'esprit américain, tout à crédit, tu sais? C'est il y a une vieille chanson sur d'Eddie Mitchell là-dessus, à crédit et à stéréo, tu vois? Je veux dire, Mmh. c'est ça qu'ils nous ont, c'est ça qu'ils Mmh. nous ont imposé, hein, comme modèle finalement 30 ou 40 ans après. Donc on démarre vite, tout va bien jusqu'au jour où ça marche. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que quand ça se plante, bon, ben, personne ne voit rien, mais quand ça marche, là, le jour où l'outil devient vraiment utilisé, où tout le monde se met à poser des questions à longueur de journée, la facture peut grimper très, très vite, hein. Et je parle même pas, d'écologie, des data centers qu'on consomme et cetera et cetera. Ça, c'est un autre débat. Je suis pas Greta. Avec un pipeline local, on change, de logique. On investit dans une machine correcte, hein, voilà, avec un GPU par contre bien doté en VRAM. Bon, là j'en ai un moi qui est pas, un truc qui a 2 ans, donc c'est rien d'exceptionnel. C'est pas une, 50-90 ou je sais plus lesquelles, les dernières là, qui Mmh. coûtent plus cher que mon PC. On place la base vectorielle sur un serveur performant, histoire de séparer un peu les petits pour avoir un peu d'oxygène, quoi. Et ensuite, on a un coût d'exploitation qui est complètement prévisible et fixe. Une fois que j'aurai viré ce chat qui est dans la gorge. Pour une majorité d'applications qui sont basées sur, l'IA, c'est un modèle qui est en fait vachement serein. Et puis la troisième raison, c'est la flexibilité parce que se baser
sur un pipeline local, ça crée une base solide, mais qui est pas immuable. C'est un socle qu'on peut ponctuellement agrémenter, bien évidemment, si besoin, d'appel à des IA, externes lorsqu'elles offrent des capacités difficiles à héberger en local. C'est normal. Ou pour traiter, par exemple, une grande masse de documents, mais qui ne nécessitent pas un très haut niveau de sécurité. On peut éventuellement, pendant un moment, le déléguer, je dirais, et le traiter à l'extérieur. Donc tout reste possible, on est réactif, flexible et on s'adapte à chaque besoin de l'entreprise, besoin qui évolue de toute façon avec le temps. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous vendre ça comme une solution magique, hein, je veux dire, c'est 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 un fait, les modèles locaux ne sont pas toujours au niveau des tout derniers modèles qu'on trouve sur le cloud, sur tous les sujets possibles, hein, ça c'est clair. Mais en fait, ce qui m'intéressait, moi, c'est des scénarios réels en entreprise. Qu'est-ce qu'on va demander quand on fait du RAG, hein? On fait du support niveau 1, niveau 2, on répond à du courrier client automatiquement ou des trucs comme ça. Voilà, c'est ça qu'on fait. Et ce qu'on a besoin, ce qu'on vise avant tout, c'est une qualité de réponse suffisante, hein, sur des sujets ciblés. Et on n'a pas besoin d'une IA générique, capable d'expliquer la physique quantique à un enfant de 5 ans, quoi. Je veux dire, c'est Mmh. pas ça qu'on cherche. La 3e chose, c'est qu'on veut des coûts maîtrisés. Je veux dire, ça, c'est important. Et puis une maîtrise totale de la chaîne, bah, pour respecter RGPD et avoir la main sur les évolutions de l'infrastructure. Et surtout, ce pipeline, c'est pas une fin en soi, donc c'est un socle. Et une fois que cette petite usine à réponse est en place, on peut y brancher des agents, des workflows métiers, des interfaces plus riches, des intégrations avec des outils existants, enfin bref, on fait ce qu'on veut. Ah oui, C'est là en que ça faire un devient serveur vraiment MCP, intéressant quoi, pour les pour autres. le quotidien des équipes. Donc, de mon côté, bon, Obsédé, moi. j'ai documenté ça, en détail, hein, ce travail qui est en open source sur GitHub et puis après, bon, bah, voilà, vous faites ce que vous en voulez. Ça peut être rigolo à mettre en place et puis vous pouvez changer d'ailleurs certains morceaux que j'ai utilisés, vous pouvez l'utiliser avec d'autres. Hem, mais, si on veut conclure ce truc-là, en fait, s'il y a quelque chose à se rappeler, ça serait plutôt, bah, construire un pipeline local de RAG, c'est pas juste jouer avec des briques techniques, quoi, pour se faire plaisir, hein, je veux dire. C'est une façon, en fait, très, très concrète de reprendre la main sur les IA qu'on utilise et sur l'IA qu'on utilise dans son entreprise. Il peut y en avoir plusieurs, d'ailleurs, et de reprendre la main sur nos données, sur nos coûts et nos choix d'architecture pour maintenant et pour les années qui viennent et pas se laisser embarquer dans les Azure, les machins et cetera. J'aime beaucoup Microsoft, hein, je veux dire, je qui gagne beaucoup d'argent avec Azure, ça fait pas de problème là-dessus, c'est sûr. Mais c'est vrai que pour de nombreux clients et de nombreux clients que je connais ou de prospects, heu, toutes ces usines à gaz montées dans le cloud, ça les effraie, ça leur fait peur, les frais leur font peur. La sécurité de données, la souveraineté en France, en Europe, c'est quelque chose qui est très, très sensible, qu'il y a peut-être pas aux États-Unis. Je veux dire et donc voilà, c'est un moyen simple. Sachez que ça existe, ça fonctionne. Moi, je l'ai fait marcher sur mon PC à moi, donc c'est pas un truc qui demande, des moyens extraordinaires et vous pouvez le refaire parce que je vous ai donné tous les plans pour le faire. Donc Mmh. amusez-vous, vous verrez, c'est sympa. Oui, et moi je rajouterais aussi une chose qui est importante, c'est quand on parle de RAG, il faut bien comprendre ce que ça fait, enfin ce que ça fait, tu l'as expliqué, mais justement les conséquences qu'il y a, c'est que, il y a cette étape avec, comme tu disais, le préparateur qui prend les données et qui va les stocker dans la base vectorielle, et ensuite on exploite ces données. Ce qui veut dire que, par définition, les données, ce ne sont pas des données dynamiques. On va pas, dire: «Tiens, explique-moi, combien j'ai dépensé, sur Amazon, dans la base de données Amazon, dernièrement», avec un RAG. C'est tout à fait autre chose, quoi. C'est vraiment On des peut données statiques et bases de connaissances, ce genre de Alors choses, quoi. on peut le faire parce que, au même titre qu'on se branche sur la base de données vectorielle pour obtenir des textes qui, eux, effectivement, sont un peu statiques, même si on peut avoir moi, j'ai mis en place un système qui balaye des répertoires et qui met à jour en permanence. Mais, tu peux aussi interroger, pourquoi pas, la base de données SQL Server de l'entreprise, dans un agent IA, il peut le Oui, faire oui, 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 et oui, il va ça demander quel est le chiffre d'affaires de monsieur Dupont dans la journée, quoi, je veux dire. Tu peux absolument, mais mélanger les 2 à la fois, quoi, je veux dire, oui, tu d'accord, mais c'est plus le RAG, quoi. c'est plus C'est tout à fait la la règle. Un voilà. aspect du RAC que j'ai pas évoqué ici, mais qui fait partie du système que j'ai manqué, c'est aussi ce qu'on appelle le re-ranking. Mmh mh. Le RAC, c'est très bien, tu demandes à ta base vectorielle de te remonter les 3 trucs les plus intéressants, mais en fait, tu t'aperçois que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent.
Donc avec du re-ranking, tu vas demander à ta base vectorielle de remonter plutôt les 20 ou les 30 trucs les plus pertinents et tu le repasses par une deuxième IA spécialisée qui, elle, va faire le tri en fonction de la question qui a été posée, qui a été entraînée là-dessus, et qui va prendre ta question et les 20 ou 30 que tu as remontées, et qui, elle, va te rechanger l'ordre dans lequel c'est, et tu vas t'apercevoir que les 3 premiers, c'est pas forcément ceux que ta base vectorielle t'aurait remontés. Et là, tu auras encore une réponse de qualité meilleure. Il y a d'autres étapes comme le refining, où tu peux on peut en faire plein derrière, hein, plein de choses. Tu t'entends plus là, On c'est t'entend normal? plus, on Il a coupé t'entend le plus. micro. Ouais. Il en a perdu la voix, le pauvre. Il était à deux doigts de se Il a taper rendu sur la l'oreille, là, quand Il même. a re-ranké d'un coup, là. Ouais, c'est- Tu vois, tu vas récupérer un, et là, il n'y a plus du tout. On l'a plus. non, Ah, deux. tu me rappelles un C'est bon, poisson rouge que c'est j'ai bon, bien c'est connu, bon, mais c'est bon, c'est bon. Il n'y a plus de piles?